11 juin 1962. 3 hommes s'apprêtent à faire un truc. À tenter l'impossible. S'échapper d'Alcatraz. Exactement. On parle de Frank Morris et des frères John et Clarence Anglin. Et leur plan est juste hallucinant. Creuser un trou dans leur mur de cellules, Avec des cuillères, grimper sur le toit et traverser la baie de San Francisco. sur un radeau de fortune fait avec des imperméables. Ils se jettent à l'eau et puis plus rien. On ne les revoit jamais. Et c'est là que naît la grande question qui hante l'Amérique depuis plus de 60 ans. Noyés. Où est-ce qu'ils ont réussi le coup du siècle? Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans ce dossier, décortiquer toute l'histoire pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et c'est super important de commencer par le contexte. Pour comprendre cette évasion, il faut d'abord comprendre ce qu'était Alcatraz. C'était pas juste une prison. Ah non, Le surnom, le Rocher, dit tout. Sa mission, c'était d'être la fin du chemin, le terminus. On y envoyait les criminels jugés irrécupérables, pour les briser, moralement. c'est ça, l'enfer sur Terre, mais avec vue sur le paradis. C'était une prison militaire avant, hein. Oui, et en 1934, elle devient ce pénitencier fédéral pour accueillir les pires de l'époque. Al Capone, Machine Gun Kelly, Pete Johnson, tout le gratin. L'idée du procureur général, c'était vraiment de créer le summum de l'isolement. Et le plus cruel, c'est cette vue. Ils voyaient les lumières de San Francisco. Ils entendaient la vie, les klaxons, les rires sur les bateaux. La liberté était là, sous leurs yeux, mais Totalement inaccessible. Cette cruauté psychologique, elle était voulue. C'était l'arme de la prison. on les déshumanisait complètement. Ah oui, complètement. En arrivant, tu perdais ton nom. Tu devenais un numéro. Les privilèges, c'était le strict minimum. Manger, boire, dormir. Rien d'autre. Pas de journaux, pas de radio. Le travail était un privilège. Il fallait le mériter. Exactement. Et au tout début, il y a même eu cette fameuse règle du silence. Ah, la règle du silence. Ça paraît dingue aujourd'hui. Interdiction de parler. Les témoignages là-dessus sont glaçants, non? Ça a rendu des gens fous. Carrément. Un gangster de l'époque, William Henry Ambrose, a raconté qu'Al Capone lui-même commençait à perdre la tête à cause de ça. Il disait que le désespoir finissait par ranger tout le monde. Et pour être sûr que personne ne dévie, la surveillance était... Démentiel. Un gardien pour 3 prisonniers. Alors que la norme, c'est quoi? 1 pour 12? 1 pour 30. C'est ça? Et 12 comptages par jour. Imagine la pression. Et là, tu comprends mieux comment l'idée de s'évader, même en risquant la mort, Devient une obsession. voilà. Pour eux, ils n'avaient plus rien à perdre. Et c'est cet état d'esprit qui va nourrir toutes les tentatives. Parce que celle de 62, elle n'arrive pas de nulle part. Non, c'est pas la première. Il y en a eu 14 avant, c'est ça? 14 tentatives entre 1934 et 1962. Et chacune, même si c'est un échec, est une leçon. C'est ça qui est fascinant. Chaque échec, c'est comme une publication scientifique pour les autres détenus. Chaque tentative révèle une faille, un danger. Maurice et les Anglins, en fait, ils partent pas de zéro. Non, pas du tout. Ils bénéficient de l'expérience des autres. La toute première, en 1936, celle de Joseph Bowers, envoie un message très clair. Lequel? Il grimpe sur une clôture, il est abattu. Le rapport dit « tentative d'évasion ». Des témoins, même un officier, disent qu'il avait juste pété les plombs. Quoi qu'il en soit, la leçon est simple. Les gardiens tirent pour tuer. Et juste un an après, on a une tentative beaucoup plus fine, celle de Ted Cole et Ralph Rowe. Eux, ils trouvent une vraie faille. Une faille matérielle. Dans l'atelier de pneus, les barreaux des fenêtres dataient de l'époque militaire. Ils étaient en fer doux. Beaucoup plus facile à scier, j'imagine. Bien sûr, pendant des semaines, ils ont limé les barreaux et pour cacher leur travail, ils utilisaient un mélange de graisse et de cirage. C'est malin. Et ça marche? Ils réussissent à sortir, ils profitent d'un énorme brouillard, sautent dans l'eau et disparaissent. Mais on n'a jamais retrouvé leur corps. Jamais. La version officielle, c'est la noyade. Les marées étaient très fortes ce jour-là. Mais la rumeur. La rumeur dit qu'ils ont réussi. Un article du San Francisco Chronicle a même affirmé en 1941 qu'ils vivaient en Amérique du Sud. Vrai ou faux? Pour les détenus, c'était la preuve. Le mythe d'Alcatraz imprenable venait d'en prendre un coup. Et après, les tentatives deviennent plus brutales, non? Il y a eu un gardien tué à coups de marteau. Oui, en 1938. Puis Doc Barter, en 1939, qui exploite la même faille des barreaux, mais qui se fait tuer sur la plage. La violence monte d'un cran. Jusqu'à l'apogée, en 1946. La fameuse bataille d'Alcatraz. La tentative la plus sanglante de l'histoire du rocher. Le cerveau, Bernard Coy, avait un plan fou. Prendre le contrôle de l'armurerie. Et comment ils comptaient faire ça?
Pour passer entre les barreaux qui la protégeaient, il s'est affamé pendant des semaines, pour maigrir. C'est une détermination incroyable. C'est une obsession, mais le plan dérape, ça se transforme en prise d'otage, en une vraie bataille de 2 jours. Il a fallu l'intervention des Marines. Le bilan a dû être lourd. Très lourd. 3 détenus et 2 gardiens tués. J'imagine qu'après un tel drame, la sécurité était complètement revue. Ah oui, les barreaux ont été renforcés, on a construit un nouveau bâtiment, mais ça a surtout montré que l'ingéniosité des détenus n'avait pas de limite. Et il y a un détail crucial dans cette histoire. Lequel ? L'un des survivants de la bataille, qui prend une nouvelle peine à perpétuité, c'est un certain Clarence Carnes. Et ce nom, il est important pour 1962. C'est une pièce maîtresse. Alors voilà, on y arrive. Le plan de 62, on a le trio. Frank Morris, le cerveau, avec un QI de 133, une légende de l'évasion. Les frères Anglin, John et Clarence, inséparables et surtout d'excellents nageurs. Ils se connaissaient tous d'Atlanta. Mais vous me dites que Clarence Carnes, ce survivant, est le point de départ de tout ça. C'est le point de départ de la conspiration, oui. Quand Morris arrive, Carnes est le bibliothécaire en chef. Ça fait 20 ans qu'il est là, il connaît la prison par cœur. Les routines, les failles. Tout. Morris est affecté à la bibliothèque, il sympathise, et c'est Carnes qui lui parle de cette vieille rumeur. Une faille dans les bouches des aérations. Qui mènent à un couloir de service derrière les cellules. Un couloir non surveillé. C'était ça, la clé. Et là, on entre dans une autre dimension, parce qu'il y a des soupçons sur l'implication de vrais parrains, comme Bumpy Johnson. C'est une théorie très solide. Bumpy Johnson, le parrain de Harlem, était une figure respectée. Il aurait utilisé son influence pour acheter le silence des détenus afro-américains dont les cellules étaient en face. Ah oui, hein ? Un ancien garde s'est toujours posé la question. Ils voyaient tout, ils entendaient tout, pourquoi n'ont-ils jamais rien dit ? Ouais. Et la théorie va même plus loin. C'est-à-dire ? Johnson aurait organisé le soutien logistique, un bateau qui les attendait dans la baie. On passe d'une tentative désespérée à une opération quasi militaire. Et les préparatifs sont du grand art. On parle bien de creuser avec des cuillères ? Des cuillères volées à la cantine, affûtées sur le béton. Le ciment des murs était yeux, rongé par l'air salin, ce qui a aidé. Et le bruit ? Frank Morris jouait de l'accordéon pendant l'heure de musique pour couvrir le bruit du grattage. Ça a duré des mois. Et pour cacher le trou ? En carton, oui. Peint avec du matériel volé pour se fondre dans le décor. Mais le plus génial, ce sont les leurs. Les fausses têtes. C'est incroyable de réalisme. Faites avec du papier toilette, du savon, du ciment. Et là, touche de génie. De vrais cheveux. Récupéré chez le coiffeur de la prison. Qui était... Clarence Anglin lui-même. C'est ce détail qui a tout changé. Avec de vrais cheveux, ça leur a acheté des heures d'avance cruciales. Et le matériel d'évasion, le fameux radeau... Plus de 50 imperméables en caoutchouc, volés un par un, et collés. Ils avaient des gilets de sauvetage. Et le clou du spectacle, une perceuse. Attendez. Une perceuse ? Comment ça ? Bricolée à partir d'un moteur d'aspirateur volé. Non, c'est pas possible. On est au niveau de MacGyver, là. C'est pour ça que leur discipline était si frappante. Chacun avait sa tâche. Ils s'entraînaient même physiquement, s'habituant au froid de l'eau avec des serviettes mouillées. Morris a même commandé des livres pour apprendre l'espagnol. Ce qui suggère qu'ils avaient une destination précise en tête. Probablement à l'Amérique du Sud. Et on arrive à cette nuit du 11 juin 62. L'ambiance devait être électrique. Whitey Bulger, le gangster de Boston, a raconté que presque tous les détenus étaient au courant. Ils ont tous participé en faisant un bruit assourdissant pour couvrir leur départ. Un acte de solidarité collective. Absolument. Morris et les Anglins se glissent par leurs trous, mais pour le 4e, Allen West, c'est le drame. Il reste bloqué. Oui, son trou n'est pas assez large, il n'y arrive pas. Les 3 autres doivent partir sans lui. C'est lui qui racontera tout au FBI après. Le trio, lui, continue. Ils montent sur le toit, descendent le long d'un tuyau, franchissent les clôtures, arrivent au bord de l'eau, gonflent leur radeau et disparaissent dans la nuit. et le lendemain matin, c'est la découverte. Au comptage, un gardien essaye de réveiller Morris. Il le secoue un peu plus fort et la tête roule par terre. La scène épouvantable. J'imagine le chaos, la panique. L'alarme est donnée. La plus grande chasse à l'homme de l'histoire du FBI commence. Mais pour les autres détenus, comme le disait Bulger, ce n'était pas du chaos. C'était une victoire. C'était un moment de liberté pour nous tous. Et c'est là que le vrai mystère commence. Noyés ou pas? La version officielle, c'est quoi? La version du FBI, c'est qu'ils sont morts noyés. La baie est un piège.
Les courants sont glacials, violents. On a retrouvé des débris, une pagaie. Pour les enquêteurs, le dossier est clos. Le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les corps. Jamais. Et c'est ce « jamais » qui laisse la porte grande ouverte. Il y a eu des pistes, des témoignages? Non. Des centaines. Il y a eu cette carte postale partie à la pêche qu'aurait reçue Clarence Carnes des années plus tard. C'était un code entre eux. Et des choses plus personnelles liées à la famille? Oui, et ça, c'est très troublant. La mère des Anglin, jusqu'à sa mort, recevait des fleurs anonymement, chaque année, et des cartes de Noël sans signature. Et la confession du frère sur son lit de mort? Leur frère Robert qui aurait dit à sa famille « Je suis avec John et Clarence ». Ça sème un doute énorme quand même. Mais la preuve la plus dingue, c'est cette photo qui surgit des décennies plus tard. Le coup de théâtre. Un ami d'enfance des Anglin, Fred Brézy, devenu trafiquant, affirme les avoir rencontrés au Brésil en 1975. Et il a une photo. 2 hommes barbus qui leur ressemblent trait pour trait. Et cette photo, elle a été analysée. Oui, sérieusement, avec les technologies modernes, le verdict des experts est tombé. Il est très probable que ce soit bien John et Clarence Anglin. Incroyable. Mais du coup, Frank Morris. Lui n'est pas sur la photo. Son sort reste un mystère total. On se retrouve donc avec une version officielle, très pragmatique, et de l'autre, des preuves qui s'accumulent et qui deviennent difficiles à ignorer. C'est exactement ça. Whitey Bulger, lui, était persuadé qu'ils avaient réussi. Il disait que leur plan, c'était aussi de couper tous les ponts, de ne jamais regarder en arrière, pour se protéger, mais aussi pour protéger leur famille du FBI. La dernière étape de leur évasion. La plus difficile. C'est une histoire de fou. On ne saura peut-être jamais la vérité. Mais au fond, est-ce que c'est ça le plus important? C'est la vraie question. Qu'ils aient fini sur une plage au Brésil ou au fond de la baie, cette histoire reste un témoignage fascinant sur l'ingéniosité humaine face à un système conçu pour l'écraser. Et ça laisse une dernière pensée, non? Laquelle? Quand un système pousse un homme à un tel désespoir qu'il risque une mort quasi certaine pour la plus petite chance de liberté, qui est vraiment le prisonnier? L'homme derrière les barreaux ou le système qui a créé ces barreaux?